Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Campagne électorale provinciale dans Portneuf. Nous recevons aujourd'hui en studio le candidat du Parti québécois de Neuville, Alexandre McCabe. À l'occasion de la 20e journée mondiale de la prévention du suicide de ce samedi 10 septembre, nous recevons en studio Marie-Pierre Denis de l'équipe du Centre de prévention du suicide dans Portneuf. Nous avons un reportage sur la foire du livre usagé au lac Sept-Îles à Saint-Raymond qui en était à sa 21e édition en fin de semaine dernière. Et Charles nous fera part de ses rencontres politiques dans le contexte électoral. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, campagne électorale provinciale dans Portneuf. La directrice des élections, Alexandra Desrosiers, a reçu 4 candidatures aujourd'hui en vue du vote du 3 octobre prochain dans Portneuf. L'indépendant Patrick Bourson, Vincent Caron de la Coalition Avenir Québec, Anne-Marie Melançon de Québec solidaire ainsi que Jacinthe-Ève Harel, candidate pour le Parti conservateur du Québec, ont officiellement déposé leurs documents. Les candidats ont jusqu'au samedi 17 septembre à 14 h pour les déposer en fait au directeur du scrutin de sa circonscription. Dans Portneuf, le bureau principal de la directrice du scrutin, Alexandra Desrosiers, est situé au 235 rue Saint-Cyril à Saint-Raymond, dans les locaux de l'ancienne pharmacie Uniprix au centre-ville. Un bureau secondaire est situé à Donnacona, au 325 rue de l'Église, à l'entrée du marché Métro. Aucun bureau n'est situé dans l'ouest du comté, mais Mme Desrosiers nous a spécifié qu'il y aura une commission de révision dans l'ouest du comté de Portneuf, mais une commission itinérante. Le vote par anticipation se déroulera les 25 et 26 septembre de 9h30 à 20h et le lundi 3 octobre, les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. La circonscription de Portneuf correspond au territoire de la MRC, c'est-à-dire 18 municipalités ainsi que les territoires non organisés du lac Blanc, lac Lapierre et Linton. On compte une population de 53 010 habitants, dont 44 705 électeurs et électrices. Charles Laviolette poursuit ses rencontres avec les électeurs du comté de Portneuf. Le thème de l'environnement a été abordé par ces 2 électeurs. On écoute la capsule. Je m'appelle Anthony Bergeron, j'habite Deschambault depuis 2 ans. Mon nom est Jacques Brazeau, j'habite à Grondines. Dans une région naturelle comme la nôtre, je trouve que c'est vraiment extrêmement important en fait, de lutter contre les changements climatiques pour venir préserver cette biodiversité-là qu'on a. Puis aussi pour les travailleurs, parce que on est dans une région agricole, puis les changements climatiques, ça a un impact majeur. Puis en ce moment, on commence à le voir. Tu avais toutes les mieleries là, qui cherchaient des reines au début de l'année. Ils n'ont pas eu leur première récolte. Là. Ça, a l'air niaiseux, mais c'est
directement reliés au changement climatique. Puis ils en ont parlé, ils ont sorti, puis le gouvernement les a pas entendus, puis on les a pas aidés. Puis ben, ils ont peu leur première récolte. Moi, je le vois, j'étais à l'écoute des signaux, puis je le vois à gauche, à droite. Puis ça commence à s'additionner, puis ça commence à faire un portrait qui est quand même assez catastrophique, malheureusement, même s'il y a peu de gens qui veulent l'entendre. Fait que pour moi, là, ces élections-là, puis toutes les élections passées, puis toutes les prochaines, devraient être sur les changements climatiques. On devrait chercher à lutter contre la crise climatique. Je suis, dans un sens, un orphelin politique parce qu'il n'y a pas un parti qui est capable d'aller de l'avant avec une politique véritable pour faire des changements concrets à court terme pour l'environnement. Puis j'ai les tendances qu'on veut toujours remettre ça à demain au lieu d'agir dans le présent. Nous, on vit dans une région qui est... Tu sais, tous les villages sont éloignés l'un de l'autre, puis depuis que je suis dans la région, tu sais, je me rends compte que j'ai pas le choix d'avoir une voiture, j'ai pas eu le choix... Puis je suis souvent dans cette voiture-là, mais si j'avais des options, bien, je les utiliserais, ces options-là. Puis ça, bien, pour ça, pour pouvoir avoir des options de transport en commun, puis de voyagement, bien, évidemment, ça prend un peu d'audace politique. Bien, moi, ce que j'aime de Québec solidaire, c'est qu'il propose d'aller vers le transport en commun. Bien, c'est peut-être le parti qui me ressemble le plus, mais il y a quelque chose que j'aime pas dans Québec solidaire. Il est un peu plus drastique il n'y a pas si longtemps, puis là, ils ont tendance à vouloir un peu s'accommoder de certaines choses, des activités polluantes, puis il a tendance à ne pas pouvoir trop brasser ça. Moi, je sais pour qui je vais voter, mais puis j'aimerais vraiment ça que ce parti-là soit élu pour qu'il puisse mettre en place des mesures concrètes qui vont faire une différence, mais ça ne sera pas suffisant. Puis je comprends qu'il y a des électeurs, des électrices qui ne sont pas prêts à faire ces efforts-là aujourd'hui, puis peut-être que ça leur fait mal ou ça les choque quand ils entendent un parti comme Québec solidaire, par exemple, proposer vraiment de diminuer, voire interdire l'achat des VUS. Je comprends, là. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'ils proposent? On cherche à sauver la planète. Les libéraux, ils ont fait de gaffe en gaffe et ça n'a jamais été vraiment mon parti. Le Parti québécois, j'étais plus sensible, mais eux-mêmes ont prouvé que l'environnement, des fois, quand ça faisait leur affaire pour faire passer un projet comme la cimenterie en Gaspésie, ils ont tout tassé le côté écologique de la situation. La CAQ, pour moi, c'est, sans vouloir insulter personne, je considère que c'est le parti des pollueurs. Il n'y a aucune conviction pour l'environnement. On ne sent pas la fibre. Ça, c'est le discours des politiciens depuis toujours. Hein? Ils promettent de l'argent, puis l'argent, le monde, on dit qu'ils ne pensent qu'à ça. C'est comme si c'est juste ça qui va faire que tu... Moi, je suis quasiment honteux quand le gouvernement propose ça pour aller chercher des votes. T'sais. Ils disent tout le temps qu'on n'est pas trop endetté, mais un endettement, c'est un endettement. Puis tous les intérêts que tu payes là-dessus, bien, moi, je pense qu'on pourrait payer bien des services aussi. Là, à un moment donné, c'est un cercle vicieux, je trouve. Là, on devrait plutôt se serrer sa ceinture puis aller de l'avant pour des beaux projets collectifs. Puis ça prend de l'argent pour ça. C'est pas en baissant les impôts qu'on va les faire, ces projets-là. T'sais. Je m'en ai rendu compte parce que j'ai vécu dans plusieurs villes, puis avec des niveaux différents de transport en commun, puis je me rends compte que si ton offre, elle n'est pas entière, puis elle n'est pas mur à mur, les gens, ils n'embarquent pas dans ton système. Puis je crois vraiment que même dans une région comme la nôtre, avec des villages éloignés, c'est possible. Mais c'est juste que ça prend vraiment comme une gamme complète de services. Fait que c'est pas juste de dire on va avoir des autobus, il faut qu'il y ait une fréquence, puis il faut que cette fréquence-là soit élevée. C'est sûr qu'effectivement, on pourrait dire il faut réduire le parc automobile, il faudrait avoir moins de SUV. Puis ça, c'est sûr, je suis à 100% d'accord avec ces mesures-là. Là. Mais en contrepartie, tu n'as pas le choix d'avoir de l'offre, des vélos en libre service. C'est pas vrai que si tu prends un autobus puis tu te rends à Donnacona, une fois à Donnacona, tu es capable de marcher dans la ville puis faire toutes les activités que tu avais envie de faire. Ça prend peut-être des vélos en libre service, ça prend peut-être des taxis communs. Puis je crois que même dans une région comme la nôtre, avec plein de petits villages, on pourrait avoir un service d'autobus-taxi. C'est juste un mode de vie différent. Puis si le gouvernement peut appuyer ce mode de vie-là, Colin, que ça ferait une différence.
Le Parti québécois a choisi un citoyen de Neuville depuis 2011, Alexandre McCabe, comme candidat dans Portneuf, originaire de Sainte-Béatrix, un petit village de Lanaudière. Alexandre McCabe est père de 3 enfants, 7, 13 et 16 ans, qui fréquentent l'école Courval de Neuville et l'école secondaire de Donnacona. Diplômé en lettres, il enseigne la littérature au campus Notre-Dame-de-Foix à Saint-Augustin de Desmaures. Il a écrit 2 romans, d'ailleurs intitulés « Chez la reine » et « Une vie neuve ». Nous l'accueillons en studio. Bonsoir, M. McCabe. Bonsoir, M. Beausoleil. On dit McCabe? McCabe, oui, c'est un nom irlandais, en fait, comme beaucoup de Québécois. J'ai du sang irlandais, mais moi, ça paraît un peu plus parce que j'ai le nom de famille qui est resté. Donc oui, c'est la racine irlandaise. Vous êtes dans la région quand même depuis un certain temps. Oui. Avant Neuville, vous étiez, je pense, à Caproux, justement. Exactement. Donc, je suis arrivé, moi, dans la région. En fait, c'est l'amour qui m'a mené ici. Donc, à un certain moment, on a eu un choix. On est allé faire, moi et la mère de mes enfants, on a fait nos études à Sherbrooke. Puis, à un certain moment, on se trouvait loin et de Joliette et les environs, et de Québec. Donc, on a eu à faire un choix entre les deux. Puis, on a choisi Québec. Donc, on est allé s'installer à Cap-Rouge en 2008. J'ai commencé à enseigner au campus Notre-Dame-de-Foix. Et puis, on s'est cherché une maison. Et puis, on est tombé en amour avec une maison à Neuville. Puis, pas juste avec la maison, on est tombé en amour avec la Neuville région aussi. Oui, certainement, tout à fait. Ouais. Pourquoi la politique dans votre vie actuellement? Provinciale? Parce que c'est là depuis très, très, très longtemps. C'est vraiment une passion que j'ai depuis... j'ai été formé en lettres, mais c'est un peu par défaut. Je pense que refaire mon parcours, je pense que je le ferais peut-être en politique, quoique je regrette rien. J'adore j'adore la littérature, j'adore l'enseigner, mais ça a tout le temps été là. Donc, j'ai toujours aimé les écrivains qui se sont mêlés de politique. Okay. Autant les Français que les Québécois. Mais pourquoi, justement? Parce que j'aime, je trouve que c'est une belle matière, la politique. Ça fait de la belle poésie, ça fait des beaux romans aussi. Les personnages politiques, c'est des romans, des personnages qui sont colorés, donc ils figurent très, très bien dans les romans. Donc, j'ai une petite passion pour les romans du 19e siècle, entre autres. Très souvent, on voit la politique apparaître, la scène politique, tout ça, les coulisses. Bon, on le voit souvent, mais sinon, Gaston Miron, Gérald Godin, nos grands poètes, évidemment, Leclerc, Vigneault, Pauline Julien, tous ces gens-là ont été fiers souverainistes. Et bref, voilà, j'ai toujours aimé cette espèce de croisement entre la politique et la littérature. Et le Parti québécois, ça fait longtemps? C'est récent? C'est comment... Le Parti québécois, au final, il y a peut-être eu des moments où j'ai été attiré ailleurs, comme beaucoup de gens en politique en général. Il y a des gens qui changent d'allégeance. Au final, j'ai toujours été un péquiste, même si des fois je suis allé regarder ailleurs ce qui se passait. Je pense que j'ai toujours été un péquiste parce que je viens d'une famille, entre autres, qui était très péquiste. Je pense qu'il y a beaucoup d'admirateurs de René Lévesque dans ma famille et puis j'ai hérité de cette admiration-là. Ouais. Est-ce que c'était difficile de prendre la décision cette année, justement, là, pour vous présenter comme candidat? Parce que c'est quand même assez court, comme vous avez, justement, Priscilla Corbeil a décidé de se présenter plutôt dans Charlebourg. Ça s'est passé rapidement, effectivement, mais c'est quelque chose que j'envisageais de faire éventuellement. Je pensais plus à 2026 parce que mon plus jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, a 7 ans. Je voulais laisser encore un peu de temps. J'ai voulu être très, très, très présent dans la vie familiale. J'ai voulu être un père qui était là. Et puis là, les enfants vieillissent, donc je voyais la fenêtre d'opportunité s'ouvrir, mais je pensais plutôt à 2026. Mais là, m'est arrivée cette possibilité-là, puis je l'ai saisie. Donc, je suis un fou de politique. Je suis l'actualité. C'est presque une maladie. Je consomme les journaux de manière boulémique. Mais là, je suis très content de le faire chez nous. Dans Portneuf.
Et justement, comment vous voyez le comté de Portneuf? Bien, premièrement, c'est un comté qui est une circonscription qui ressemble à là d'où je viens. Parce que à Sainte-Béatrix, bon, et les environs, c'est une circonscription, ça c'est Berthier, aussi rurale. Donc, il y a des villages, des villes, mais il y a des centres plus urbains comme Berthier. Alors, je vois un peu la même chose ici. Puis bon, je me promène dans Portneuf. J'ai les mêmes préoccupations finalement que les gens de Portneuf. Il y a les enfants qui vont à l'école. Bref, j'achète le plus possible des produits de Portneuf. Puis j'espère donc que d'autres suivent cette voie-là, que d'autres fassent la même chose aussi. J'aime beaucoup, évidemment, la culture. Là, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc, on a une belle offre, mais pourquoi pas la bonifier, aller encore plus loin pour attirer encore plus de gens à Portneuf. Il y a plein de choses. Parmi les grands défis que vous observez, justement, à Portneuf, qu'est-ce qui serait bien là, pour l'ensemble de la population? Bien, écoutez, j'ai entendu très bien les électeurs tout à l'heure qui parlaient entre autres de transport, qui parlaient d'environnement. Je pense que c'est des enjeux qui sont là. Puis bon, évidemment, là, je me présente au Parti québécois parce que je suis indépendantiste. Ça c'est clair, mais je pense que être indépendantiste, c'est notre façon au Parti québécois de parler de transport, de parler d'environnement, de parler de santé aussi. Donc, d'abord, je suis souverainiste. J'espère réveiller cette flamme-là chez les gens à Portneuf qui ont voté à 54% pour le oui en 95. Donc ça, entre autres, j'espère le raviver. Mais après ça, donc, je vais en parler de l'indépendance pour parler, comme je vous disais, de transport, d'environnement, de santé aussi. En santé, notre chef a été très clair là-dessus, le 6 milliards là, qui nous manque là, en transfert fédéral, bien, ce 6 milliards-là, on veut l'investir, par exemple, en soins à domicile. Hein. Ça, c'est une de nos priorités. Et je pense que ça répond tout à fait à des besoins dans Portneuf. Les Portneuvois, les Portneuvoises plus âgés veulent rester à la maison. Et donc, on veut, nous, les aider à le faire. Comment vous voyez le rôle d'un député, comme une circonscription comme Portneuf? Bien, le rôle d'un député, premièrement, c'est d'avoir, de vivre dans la région, d'avoir les mêmes préoccupations. Donc, comme je vous dis, moi, père de 3 enfants, donc je vois mes enfants aller à l'école. J'ai, par exemple, un médecin de famille. Ça a été compliqué dans les dernières années, avoir un médecin de famille. J'ai ma fille, qui a fait une commotion, tout ça, ça a été compliqué. On a fini par se retrouver au CHUL, finalement, parce qu'on n'avait pas accès à un médecin de famille, donc ça a été compliqué à avoir le rendez-vous. D'abord, un député, c'est quelqu'un qui vit les mêmes expériences que les citoyens de sa région. Ouais. Et puis, ben, c'est quelqu'un qui veut trouver des solutions et puis qui veut se faire un peu le relais entre les citoyens et l'Assemblée nationale, là où se prennent des décisions qui ont un impact dans la vie des gens. Vous aviez un projet de loi à présenter, dans quel secteur vous touchez davantage? La culture ou... Bien, c'est clair que la culture va toujours m'intéresser particulièrement, mais moi, c'est sûr que tout ce qui concerne la lecture, la littératie. Je voyais là, dans Portneuf que les statistiques sur le niveau d'analphabétisme fonctionnel, entre autres, étaient quand même assez élevés. Moi, je le vois aussi. Je vois comment ces difficultés-là peuvent nuire dans un parcours scolaire parce que, bon, au cégep, des fois, j'ai des étudiants qui ont de la difficulté à diplômer parce qu'ils ont des problèmes en lecture. Donc, moi, ça, ce serait, entre autres, une priorité. Donc, c'est peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais quand même, donc, la lecture en général, en faire la promotion, ça peut être ça pour tout le monde. Donc, lire encore plus, faire en sorte qu'on ait des bibliothèques
qui soit riche, qui soit bien nourri, ça c'est clair, mais travailler là-dessus, sur l'alphabétisation, sur la littératie, oui, ça pourrait m'intéresser, certainement. Oui. Oui. Et vous débutez, en fait, votre campagne électorale. Oui. Il reste quand même, c'est assez court comme c'est assez long. Oui. Quel plan de match, justement, vous développez là, pour être en mesure d'aller chercher le plus de votes possible? Bien, là, premièrement, je veux prendre le pouls le plus possible. Là. Idéalement, je l'aurais fait quelques semaines plus tôt, si j'étais arrivé plus tôt. Mais je veux prendre le pouls. La semaine prochaine, je vais rencontrer des élus municipaux. Je veux voir dans chaque municipalité quelles sont les priorités, quels sont les enjeux pour être capable d'arriver avec les meilleures propositions, puis pour montrer aussi que le programme du Parti québécois répond très souvent à ces enjeux-là plus locaux, en fait. Ouais. L'indépendance, vous êtes convaincu que c'est la solution d'avenir pour le Québec? Absolument. Pourquoi? Absolument. Essentiellement, pourquoi? Bien, essentiellement, bon, on a vu les derniers chiffres, entre autres, qui étaient franchement inquiétants sur le déclin du français. Déjà là, je pense qu'on a une raison suffisante de faire l'indépendance parce que, clairement, on l'a vu, le fédéral, c'est pas sa préoccupation première de faire en sorte que l'identité québécoise se poursuive, que la langue française soit pérenne. Donc, déjà là, ce serait une bonne raison de le faire. Mais après ça, une fois ça dit, donc on veut préserver l'identité québécoise, mais une fois ça dit, on a tout ce qu'il faut pour faire la souveraineté. Pourquoi, si la Finlande ou la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays plus petits que nous, qui ont une population plus petite que nous, peuvent être indépendants, mais on peut l'être aussi. On a tout ce qu'il faut. Bien, certainement. Puis avec les ressources qu'on a, on a tout ce qu'il faut pour... on est déjà bien entré dans le 21e siècle, mais pour être prospère dans ce 21e siècle-là, en étant en plus vert. Donc, encore une fois, j'ai très bien entendu les électeurs. Ils peuvent aller voir le programme du Parti québécois. On est très ambitieux. Et on est très ambitieux parce que première chose, on veut se sortir de cet État qui met beaucoup d'argent dans les hydrocarbures, dans le pétrole. On veut garder notre argent chez nous pour investir dans l'électrification des transports. On veut être très ambitieux, entre autres, dans les véhicules électriques, par exemple. On veut que les concessionnaires bonifient leur offre. Alors voilà, tout ça... Et c'est quoi la différence entre le Parti québécois et les autres partis souverainistes? Qu'est-ce qui différencie vraiment le Parti québécois? Bien, il y a des différences sur certaines questions. Bon, par exemple, sur la laïcité, par exemple, avec Québec solidaire, hein, en fait, c'est le seul autre parti souverainiste. Donc, sur la laïcité, il y a une différence. Sur le français aussi, moi, hier, j'ai entendu une déclaration sur un mouvement qui est très, très beau, auquel moi-même j'ai participé, de profs qui font voter dans leurs assemblées syndicales une proposition, en fait, sur la loi 101 au cégep. Okay, c'est un mouvement qui est citoyen. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont des allégeances politiques dans tout ça, mais c'est un très beau mouvement qui rallie bien des gens parce que des fois, les votes sont faits à l'unanimité ou en tout cas, ils rassemblent beaucoup de gens. Et donc, c'est un beau mouvement. Ça veut dire qu'il y a vraiment un appétit. Je pense que les sondages aussi dans la population disaient que, effectivement, on était d'accord avec cette position-là, donc l'application de la loi 101 au cégep. Là-dessus, on ne s'entend pas non plus avec l'autre parti souverainiste. Ouais. Ouais. Et peut-être en terminant, comment on fait pour vous rejoindre? En fait, vous avez une plateforme disponible? Comment... Bien, tout à fait. Donc, j'ai une page Facebook de candidats. Sinon, j'aurai un événement le 14 septembre au Calvados à Pont-Rouge de 7h à 8h. Okay. J'invite tous ceux qui voudraient venir nous voir là-bas. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, effectivement, je vais être là. Puis sinon, je vais aller à la rencontre des... partout. Oui, tout à fait. Les gens peuvent vous appeler pour vous rencontrer, oui, certainement. Ou m'écrire, aucun problème. Ça va me faire plaisir d'aller leur montrer les belles propositions qu'on a au Parti québécois. Alors, Alexandre McCabe, candidat du Parti québécois dans Port-Neuf, merci beaucoup de cet entretien. Vous allez déposer votre candidature bientôt, j'imagine? Oui, on fait ça le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Beausoleil. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Marie-Pierre Denis de l'Arc-en-Ciel.
Travaillerais-tu plus pour elle ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance et découvre un métier qui fait grandir. Travaillerais-tu plus pour lui ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance et découvre un métier qui fait grandir. Monsieur Bilodeau, vous comprenez que vous ne pourrez plus rester seul. On serait rendu à trouver un hébergement ou un accompagnement à la maison. Il y a aussi toutes les démarches juridiques. Ce serait important de choisir qui va vous aider à prendre les décisions pour vos finances et votre santé pour la suite, comme votre fille ou un proche. Avez-vous déjà un mandat de protection? Parce qu'il faudrait le faire avant. La perte d'autonomie peut vous mettre sous pression. Consultez Juridique pour vous aider. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université Laval révèle que l'industrie du sirop d'érable a généré 37,5 millions de dollars en 2022 dans les régions de la capitale nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour 2022, le sirop d'érable représenterait 12 582 emplois équivalents temps plein et engendrait des revenus de taxation de 235 millions de dollars pour le Québec et le Canada. Selon le président des producteurs et productrices acéricoles du Québec, de Québec-Rive-Nord, Alain Gauthier, il ne fait aucun doute que l'acériculture est un secteur d'activité important qui mérite l'attention pendant cette campagne électorale. Selon M. Gauthier, la balle est dans le camp du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui doit rapidement s'engager à protéger 200 000 hectares de forêts publiques afin de préserver le potentiel acéricole à la grandeur du Québec et d'y permettre une mixité des usages. On estime qu'il reste très peu d'érables en terre publique dans la région. La production et la transformation des produits d'érable ainsi que la restauration, c'est-à-dire les cabanes à sucre, ont été étudiées par les chercheurs. L'étude complète peut être consultée sur le site Internet des producteurs et productrices acéricoles du Québec. L'organisation compte plus de 13 300 acériculteurs et plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans une soixantaine de pays. Le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Stoneham et Tewksbury, Sébastien Couture, a publié les 6 priorités pour la MRC dans le contexte électoral provincial. La MRC de la Jacques-Cartier est touchée par 3 comtés provinciaux, la Pelletrie, Chauveau et Montmorency. Un financement du transport collectif et adapté qui répond aux réalités d'un territoire périurbain, l'accessibilité à la téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse sur tout le territoire, une véritable autonomie comme gouvernement de proximité doté d'un financement adéquat, en plus d'un programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec plus flexible. La MRC de la Jacques-Cartier demande au prochain gouvernement de décentraliser et de soutenir financièrement les services de première ligne et de proximité, particulièrement en matière de santé. L'Union des producteurs agricoles a fait connaître aussi ses demandes au prochain gouvernement dans le contexte électoral actuel, en raison notamment du sous-investissement des 10 dernières années, de la période inflationniste historique et de son impact direct sur les coûts de production. L'UPA demande d'augmenter de 50 %, équivalent à 500 millions de dollars, les budgets du secteur agroalimentaire québécois, de verser rapidement une aide pour pallier la hausse des coûts de production et la montée des taux d'intérêt, de répondre positivement aux demandes de plusieurs secteurs de production, en l'occurrence apicole et pommicole, en plus d'instaurer un programme d'encouragement à l'automatisation, la robotisation et les nouvelles technologies. L'UPA demande de faciliter à tous les égards le recours aux travailleurs étrangers temporaires. Selon le président de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, Yves-Laurent Selle, les producteurs agricoles subissent durement les dommages collatéraux occasionnés par la hausse des frais d'intérêt, du prix des intrants et du carburant. Il faut dire que depuis l'automne 2021, le prix moyen de l'alimentation animale, des engrais et du carburant a grimpé d'environ 50 %. Ces hausses représentent près d'1,5 milliard de dollars en dépenses additionnelles sur une base annuelle. Du côté des taux d'intérêt, la situation pourrait se détériorer rapidement car chaque augmentation de 1 % diminue le revenu agricole net d'environ 19 %, équivalent à 250 millions de dollars. Plus de détails sur le site web de l'UPA.
À Donnacona, le projet de dynamisation du vieux Donnacona, en collaboration avec l'organisme Rue Principale, chemine bien. Plus de 25 citoyens, bénévoles, employés de la ville, entrepreneurs, investisseurs, représentants d'organismes et du milieu culturel sont mobilisés depuis quelques mois. On vise à élaborer une vision d'avenir en fonction des besoins des résidents, des usagers, des travailleurs et des gens d'affaires, plus particulièrement autour du secteur commercial de la rue Notre-Dame, entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue Fizette. Des sondages ciblés ont été mis en ligne sur le site de la municipalité de Donnacona et diverses activités de consultation individuelles et en groupe sont prévues cet automne. Une présentation publique devrait se tenir en février 2023. Le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, procédera la semaine prochaine à la signature d'une entente avec l'Université du Luxembourg pour offrir un master en études parlementaires, le premier diplôme francophone du genre à travers le monde. Joël Godin participera au colloque de la chaire de recherche en études parlementaires de l'Université du Luxembourg qui se tient du 12 au 17 septembre. M. Godin représentera le Canada à titre de président de la Commission des affaires parlementaires dont la mission est de contribuer au rayonnement de la langue française. Lors de la plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le 9 juillet dernier au Rwanda, le député de Portneuf-Jacques-Cartier avait obtenu une approbation unanime de la part des différents parlements francophones pour cette convention cadre avec l'Université du Luxembourg. Ce colloque sera aussi l'occasion la semaine prochaine de souligner la Journée internationale de la démocratie. À l'occasion de la 20e Journée mondiale de prévention du suicide ce samedi 10 septembre, l'équipe du Centre de prévention du suicide dans Portneuf de l'Arc-en-Ciel organise un événement ce samedi à Saint-Casimir. Plusieurs activités sont prévues entre 10h et 16h, dont une épluchette de blé d'Inde gratuite, spectacle de l'école de Niarcan et une cérémonie de l'arbre. Cet événement, sous le thème « Créer l'espoir par l'action » est un appel fort à s'engager pour la vie. C'est aussi un engagement à prendre soin de soi-même. Et pour nous en parler, on reçoit Marie-Pierre Denis. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'accueil. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous faites exactement pour l'Arc-en-Ciel? C'est quoi votre rôle, en fait? Je suis coordonnatrice clinique pour l'organisme. OK. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire beaucoup de choses. En fait, principalement, c'est tout coordonner l'enlignement des services de nos 6 volets de services à l'Arc-en-Ciel. La formation, la supervision des intervenants, dans le fond, principalement, c'est ça, là, je dirais. Ouais. Okay. Vous êtes combien d'intervenants au centre de prévention? Bien, d'employés au total, on est près de 30. D'intervenants, je crois qu'on est 19, si ma mémoire est bonne. Okay. On est rendu une belle grosse gang. OK, ouais. Ça a augmenté beaucoup quand même depuis plusieurs années. Okay. Ouais. Puis on a 3 points de service aussi dans Portneuf, là, un à Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Fait qu'une maison dans chaque point de service qui pour accueillir des gens, offrir des services là, de justement nos 6 volets de service. Okay. Parce que vous avez un service téléphonique aussi d'écoute? Oui, pour le centre de prévention de suicide, effectivement, on a la ligne le 418-285 3283, 285 Dave, sans rappeler. Dans le fond, c'est une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les gens peuvent appeler dans Portneuf. Fait que de l'intervention téléphonique pour des gens qui ont des idées suicidaires, des gens qui sont des proches d'une personne qui ont des idées suicidaires, qui sont inquiets, qui ont besoin de renseignements, de savoir quoi faire. Aussi du soutien pour d'autres intervenants de d'autres milieux. Puis évidemment, on offre aussi des services au niveau individuel. Okay. Des rencontres. C'est ça, tout à fait. En face-à-face téléphonique aussi, pour des gens qui ont des idées suicidaires, mais aussi pour des gens qui sont endeuillés par suicide, en plus d'un paquet d'autres services. Est-ce que ça a changé, en fait, quand on parle de prévention du suicide, il y a plusieurs années, on ne fallait quasiment pas parler de suicide parce qu'on avait l'impression que ça donnait des idées à celui qui pouvait y penser. On a changé pour dire que là, oui, il faut en parler, il faut démystifier. Où en sommes-nous, justement, dans les démarches de prévention du suicide actuellement? C'est sûr que ça a énormément changé. Ouais. Ça, c'est sûr. Dans le fond, les études ont démontré que, justement, il faut en parler. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Alors, c'est pour ça que nous, justement, lors de la Journée mondiale de prévention du suicide, on en parle. L'approche qu'on utilise, c'est principalement au niveau de célébrer la vie. On est beaucoup dans cette thématique-là.
de promouvoir une santé mentale positive aussi, là, de vraiment venir travailler sur comment on fait prendre soin de soi. Parce que souvent, c'est une formule de politesse qu'on dit, là, prends soin de toi, mais souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait, là, concrètement. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus en prévention. Puis évidemment, bien, quand les gens sont dans une situation d'avoir des idées suicidaires, bien là, il y a vraiment de l'intervention individuelle là, qui est faite là, auprès de ces personnes-là. Est-ce qu'on parle encore de celui ou celle qui a des idées suicidaires? Est-ce qu'on peut parler d'une dépression majeure? Est-ce que la personne vit justement cette dépression du cerveau, en fait, là, qui est un symptôme là, très physique? C'est très variable. Souvent, on pourrait dire souvent oui, mais pas dans tous les cas. En fait, les idées suicidaires, c'est vraiment multifactoriel. Il y a des gens pour qui la dépression va faire partie des facteurs, justement, qui amènent les idées suicidaires. Mais il y a des gens qui n'ont pas de diagnostic de dépression. Ils peuvent avoir certains symptômes par-ci, par-là, mais pas nécessairement de diagnostic. Puis, il peut avoir aussi des idées suicidaires. Il peut vraiment avoir différents facteurs qui peuvent amener ça. OK. Et comment on fait, justement, quelqu'un qui a des difficultés, quelles que soient, ça peut être des difficultés familiales, d'argent ou peu importe les causes qui l'amènent à sentir un mal-être important, puis que la personne a de la difficulté justement à s'en sortir. L'idée, c'est de demander de l'aide le plus rapidement possible. Comment on doit agir, justement? Tout à fait. Puis, tu sais, justement, d'essayer de sortir de l'espèce d'idée qu'on est capable de s'en sortir tout seul. Bien, quand on va pas bien psychologiquement, bien, si moi, je vais pas bien, j'ai mal au poignet, bien, peut-être que je vais aller voir mon médecin qui a étudié là-dedans puis qui est spécialiste là-dedans. Quand on va pas bien au niveau de notre au niveau psychologique, ben, c'est bon d'aller vers des gens qui sont spécialisés là-dedans aussi, qui peuvent vraiment aider. L'idée de s'en sortir seul, ben, c'est comme de dire mon mal de genou va finir par partir tout seul, mais après 10 ans, il est encore là. Fait que oui, d'aller chercher de l'aide. Il y a quand même plusieurs ressources qui existent, dans le fond, au privé, au public. L'Arc-en-Ciel, c'en est un, justement. De venir en prévention avant les idées suicidaires, c'est mieux. Puis sinon, pendant le temps des idées suicidaires, bien, on reste là aussi disponible. Ouais. Et quelqu'un qui voit son proche détérioré, en fait, ou qu'est-ce qu'on fait? On appelle aussi? Oui, tout à fait. Dans le fond, si un proche a des questionnements au niveau de l'état mental ou un de ses proches, justement, a un diagnostic, je ne sais pas trop comment l'accompagner, je ne sais pas trop quoi faire, on a un volet à l'Arc-en-Ciel qui est le regroupement des proches, qui permet, on a des pères aidantes familles aussi qui peuvent accompagner ces gens-là. Puis sinon, au centre de prévention de suicide, si on a des questionnements au niveau des idées suicidaires d'un proche, on peut appeler au centre de prévention de suicide aussi pour avoir un accompagnement, de l'aide par rapport à ça. Où en sommes-nous actuellement sur le plan statistique dans Portneuf? Est-ce que ça diminue, ça augmente, c'est stable? La pandémie n'a pas aidé non plus un peu, j'imagine. Où en sommes-nous? Au niveau statistique, si on regarde au Québec, on est encore depuis 2010 environ là, à 3 suicides par jour au Québec. Dans la région de Portneuf, je n'ai pas les chiffres exacts. Par contre, on peut dire qu'on est une région pas meilleure, pas pire qu'une autre. C'est-à-dire qu'il fut un temps avant que Portneuf, c'était plus difficile à ce niveau-là, mais maintenant, on pourrait dire qu'on est dans la moyenne. Jeunes, plus de personnes âgées, à un moment donné, il y a comme la tranche d'âge la plus touchée au niveau suicide, c'est les 50-64 ans, les hommes. Beaucoup, là. Il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes. On parlait de la pandémie. Les jeunes adolescents, jeunes adultes jusqu'à 24 ans aussi ont été très touchés au niveau de la pandémie. Pas davantage au niveau suicidaire, mais au niveau de la détresse psychologique quand même. Fait que justement, nous, à l'Arc-en-Ciel, on essaie de mettre bouchée double pour pouvoir offrir des services là, auprès de cette clientèle-là qui en a besoin. Oui. Ce samedi, en fait, ce sera la journée mondiale de prévention du suicide. Vous avez décidé d'organiser une activité à Saint-Casimir. Exactement. À chaque année, en fait, vous déployez, en fait, toute l'équipe, vous déployez une activité quelconque. Tout à fait. On essaie d'année en année de se promener dans le comté de Portneuf, justement, autant dans les petites municipalités que les plus grosses, pour essayer de rejoindre tout le monde. Et comment vous organisez justement l'événement à Saint-Casimir samedi? Bien, c'est un événement qui se veut assez festif, familial, accueillant, plaisant. On veut que les gens, justement, aient du bon temps à ce moment-là pour célébrer la vie. Et puis, c'est ça, il va y avoir épluchette de blanane, vous l'avez dit tantôt, machine à barbe à papa, des jeux gonflables. Il va y avoir des prises de parole aussi qui vont être là. Puis, vous avez visité les candidats, je pense, que les candidats qui vont aller vous voir. Oui, on les a invités. Puis, c'est ça, fait qu'on les a invités. Qu'est-ce que vous aimeriez, justement,
poser comme question aux politiciens, aux candidats? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, justement, politiquement? Est-ce qu'il y a des lois qu'on pourrait davantage passer? C'est sûr que de notre côté, on ne souhaite pas que cet événement-là devienne un événement politique. Non. T'sais, à la base, on veut que les gens puissent nommer leur intérêt envers la cause. Puis, il y a une question aussi de... les gens qui viennent à cet événement-là deviennent peut-être plus sensibilisés à la cause. Fait qu'il y a comme une partie aussi que nous, on a le goût de faire connaître aux candidats c'est quoi la réalité au niveau de la santé mentale dans Portneuf. Fait que c'est ça, on pourrait dire ça comme ça. Mais est-ce qu'on pourrait davantage politiquement ou améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait? C'est sûr que, tu sais, au niveau de l'arc-en-ciel, de la prévention du suicide, plus on a d'argent, plus on fait de projets, hein? Plus on se fait connaître, plus on va dans la communauté, plus on peut offrir des services. Plus on a d'intervenants, plus on peut faire. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, l'argent, ça peut faire de la différence. Mais je pense que justement, la visibilité qu'on peut avoir de se faire connaître comme organisme, les services, c'est ça qui est le plus gagnant pour nous à la base. Fait que c'est ça. Et donc, ça commence, c'est samedi, ça commence, en tout cas, je me souviens plus de... À 10 heures. À 10 heures. De 10 heures à 16 heures. OK. Avec les pluchettes sur l'heure du dîner. Là, qui vous a invité? Tout le monde, en fait? Tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Justement, c'est un événement familial, mais n'importe qui peut venir. Des gens qui veulent juste venir faire un petit tour, venir manger un blé d'Inde avec nous autres. C'est ça. Ça va être vraiment intéressant. Plusieurs kiosques sur place, là. Est-ce que ça se célèbre aussi ailleurs? En fait, chaque... Parce que c'est mondial, en fait? Oui, tout à fait. Chaque centre de prévention du suicide peut organiser un événement. Il y a l'AQPS, l'Association québécoise de prévention du suicide aussi, qui fait la promotion de cette journée-là, beaucoup par les médias sociaux, entre autres. Là. OK, ouais. Fait qu'un petit peu partout, on peut en entendre parler de cette journée-là. Alors, une invitation, donc, ce samedi à Saint-Casimir. Où exactement? Est-ce que... Au Parc des loisirs, le parc derrière l'église. Ah, OK, dans le bout de l'église. Alors, exactement. Marie-Pierre Denis, intervenante pour l'Arc-en-Ciel, en fait, au Centre de prévention du suicide de Portneuf. Merci beaucoup de cet entretien et bonne journée samedi. Bonne journée. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et on parle de la foire du livre au lac Sept-Îles à Saint-Raymond. Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Travaillerais-tu plus pour lui? Ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Monsieur Bilodeau, vous comprenez que vous ne pourrez plus rester seul. On serait rendu à trouver un hébergement ou un accompagnement à la maison. Il y a aussi toutes les démarches juridiques. Ce serait important de choisir qui va vous aider à prendre les décisions pour vos finances et votre santé pour la suite, comme votre fille ou un proche. Avez-vous déjà un mandat de protection? Parce qu'il faudrait le faire en mandat. La perte d'autonomie peut vous mettre sous pression. Consultez Juridique pour vous aider. La Fondation Santé Portneuf indique qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la randonnée Vélo Santé Alcoa qui se tiendra le samedi 17 septembre prochain sous le thème « On roule Portneuf pour nos soins de santé et pour le plaisir ». L'organisation demande 300 $ le 100 km et 200 $ pour la boucle de 50 km, transport, repas et collation inclus. Il faut dire que la ville de Cap-Santé accueille les randonneurs et bénévoles pour la halte midi à la Maison des Générations et offre gracieusement le lunch. Soulignons que chacun est libre de solliciter des dons auprès de son entourage. Les dons peuvent être faits en ligne sur le site de la Fondation, bouton « Je contribue ». D'autre part, la Fondation Santé Portneuf nous informe qu'un service d'assistance aux représentants de personnes en perte d'aptitude est maintenant disponible dans la région de Portneuf. Offert par l'organisme Le Halo, le projet vise à accompagner les personnes qui ont besoin d'aide pour comprendre et se retrouver dans le dédale des démarches administratives et légales à entreprendre pour assurer la protection d'un proche inapte ou en voie de l'être. Le service est sans frais et une présentation est d'ailleurs prévue à la Licorne à Donnacona au mois de septembre. À noter que l'aide apportée se donne conformément aux dispositions de la loi 18 régissant la protection des personnes inaptes.
Sur la scène policière, lors du long congé de la fête du travail, la Sûreté du Québec a dénombré 5 collisions mortelles survenues sur les routes et sur le réseau récréo-touristique entre le 2 et le 5 septembre. Au total, 5 personnes sont décédées, dont 4 sur le réseau routier. L'an dernier, pour la même période, on dénombrait 5 collisions mortelles sur le réseau routier et 6 personnes avaient perdu la vie. Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Depuis maintenant 21 ans, des bénévoles du Lac-Sept-Îles à Saint-Raymond organisent la foire du livre usagé au début du mois de septembre en collaboration avec l'organisme d'aide SOS Accueil de Saint-Raymond. L'événement vise à favoriser la lecture à peu de frais et permet de soutenir des personnes qui en ont besoin. Écoutons la capsule de Philippe Papillon. Bonjour, on en est déjà à notre 21e édition de la Foire du livre usagé au Lac-Sept-Îles. Les débuts en 2000 ont été plus modestes parce qu'on organisait la foire avec des livres donnés par les résidents du lac ou des environs. On se retrouvait avec... le but, c'était de renouveler notre bibliothèque. Mais on se retrouvait avec des surplus. Alors, le comité d'alors organisait une foire du livre, peut-être avec 40, 60, jusqu'à 80 caisses de livres. Et c'était les gens des environs qui venaient les acheter. L'objectif, c'est de promouvoir la lecture et de permettre à l'époque aux jeunes de lire pendant la saison estivale. C'était surtout ça au départ. Maintenant, avec le temps, la foire du livre a pris de l'expansion. On est passé jusqu'à une centaine de caisses de livres à vendre. Mais ce qui est tout nouveau, c'est depuis 4 ans, c'est notre partenariat avec le SOS Accueil. Cet organisme-là de Saint-Raymond reçoit des dons de livres supérieurs aux besoins de l'organisation. Ils ont leur boutique, à même leur magasin, mais le surplus, on l'achemine ici à chaque semaine. Nos bénévoles vont les chercher et on fait un triage, on accumule les caisses pendant une année, puis cette année, bien, on est allé jusqu'à près de 450 caisses. On les met en vente. Le déroulement, les gens viennent. On fait de plus en plus de promotion de l'événement. Il se fait beaucoup de publicité par nos clients qui sont très satisfaits de la qualité des livres qu'on offre. Plusieurs sont récents, ils sont tous en bon état. Alors, les gens reviennent d'une année à l'autre. Alors, les bénévoles du comité de la bibliothèque de la PLSC organisent la foire. Donc, on a près de 450 caisses à vendre. La majorité nous vient du SOS Accueil, d'autres nous viennent de dons de particuliers, de résidents du lac ou des environs encore. Et les profits de ça nous permettent de réaliser, d'acheter des nouveautés pour notre bibliothèque. Alors, de ces dons-là, on a un surplus. Des fois, on a des doublons, des livres qu'on a à 2 ou plus exemplaires. Alors, on les met en vente. Et les sous récoltés au cours de la journée d'aujourd'hui et demain vont servir à acheter des livres récents parus au cours des derniers mois. Et comme la majorité de nos livres viennent du SOS Accueil, bien c'est une fois que les dépenses reliées à l'organisation de l'activité sont couvertes, on sépare les
les revenus avec eux. On fait un don au SOS Accueil qui est l'équivalent de la moitié des profits. Alors, ça aide à leur cause. Finalement, on fait la promotion de la lecture. On permet à des gens de lire à peu de frais parce qu'à 3 $ le kilo, on peut se procurer, pour 30 $, on peut se procurer plusieurs livres. Et en même temps, on permet aussi au SOS Accueil, on donne un petit coup de pouce à leur belle mission qui est d'aider les familles qui passent des périodes difficiles. Les bénévoles du comité, nous sommes 8 à organiser cette activité-là, mais on double l'effectif. On a 8 bénévoles occasionnels qu'on appelle, qui viennent en renfort pour organiser ce bel événement. Alors, si vous voulez vous procurer des livres à peu de frais, des beaux livres, et que vous voulez encourager des belles causes, on vous attend un grand nombre. L'an prochain, c'est toujours à la Fête du travail qu'on organise l'activité. À Saint-Raymond, la vingtaine de producteurs et transformateurs agroalimentaires tenaient leur dernier marché public de la saison ce jeudi soir, 8 septembre, de 16h à 19h sur le parvis de l'église. Animation culturelle, dégustation et un espace bistrot-bar entouraient cette 8e édition du marché public de Saint-Raymond qui a débuté le jeudi 30 juin dernier. Dans la Jacques-Cartier, le concours La carte de Noël régionale est de retour pour une 22e édition. Les œuvres finalistes seront mises en vedette au cours d'une exposition virtuelle sur le site web de la MRC de la Jacques-Cartier. En plus de prix en argent, le grand gagnant verra son œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC envoie à ses partenaires et collaborateurs. Les citoyens seront aussi invités à voter pour leur œuvre préférée. Le concours s'adresse aux artistes de tout niveau et de tous les âges, professionnels ou amateurs. Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site de la MRC de la Jacques-Cartier et joindre des photographies de l'œuvre. La période d'inscription se termine le 14 octobre. La municipalité de Saint-Raymond offrira 4 activités principales dans le cadre des Journées de la culture qui se dérouleront les 1er et 2 octobre. Atelier de coloration de photographie à la Maison Plamondon, atelier d'initiation à la mosaïque pour les artistes fait par l'atelier Phébus, en plus d'un atelier familial d'initiation au cirque et l'exposition Femmes inspirantes de Portneuf dans la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dion figure donc dans la programmation. L'équipe de l'organisme Leucan, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et à leurs familles, annonce le retour des boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan comme source de financement. Pour cette 9e édition, 4 jeunes femmes âgées entre 14 et 18 ans et atteintes d'une forme d'un cancer ont accepté le rôle de porte-parole. Les boucles d'oreilles pour adultes se vendent 35 $ et 30 $ pour les enfants. Rappelons que Leucan organise aussi les activités de financement comme le défi Tête rasée, qui est très populaire dans Portneuf, le défi Ski Leucan et la campagne d'Halloween. L'UPA de Québec Jacques-Cartier invite les producteurs et la population à déposer leurs commentaires d'ici le 30 septembre pour démontrer aux élus de Saint-Augustin-de-Desmaures l'importance de la protection du territoire agricole de la municipalité. La ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a mis en ligne hier soir sur son site une consultation publique pour sonder ses citoyens sur la révision de son plan d'urbanisme. L'UPA de Québec Jacques-Cartier est inquiète depuis plusieurs mois des intentions de la municipalité d'agrandir son périmètre urbain pour un développement résidentiel et industriel sur près de 160 hectares en zone agricole. Pour l'UPA, la ville de Saint-Augustin devrait repenser son développement urbain en tenant compte des enjeux d'étalement urbain, d'autonomie alimentaire et d'adaptation au changement climatique. L'UPA de Québec Jacques-Cartier compte 163 fermes sur son territoire, dont 54 à Saint-Augustin.
Ce dimanche 11 septembre se tiendra la 13e édition du Cyclo-Défi au profit de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Plus de 500 cyclistes de tous les niveaux rouleront pour le plaisir, en équipe ou en solo. Plusieurs patients rouleront avec leurs médecins et des membres du personnel de l'Institut. La randonnée non chronométrée se déroulera à partir du campus Notre-Dame-de-Foix. 4 parcours entre 50 et 100 km qui sillonnent la capitale nationale et la MRC de Portneuf sont proposés aux participants cette année. À Saint-Basile, les travaux de réfection de la chaussée sur la rue Saint-Angélique vont se prolonger jusqu'à lundi prochain, en fait 12 septembre. Quant à la réfection du pont durant Saint-Joseph à Saint-Basile et qui est en fait sous la gestion du ministère des Transports, le projet devrait prendre fin au début du mois d'octobre. Et en terminant, parmi les affaires policières, ça s'est passé dans la capitale nationale sur l'île d'Orléans. Ce mercredi 7 septembre, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation de 3 suspects, 2 hommes et une femme, relativement à un dossier de maltraitance et de négligence envers les animaux, soit des chiens. 2 des 3 suspects, Antoine Simard, 41 ans, et Elisabeth Leclerc, 39 ans, ont été libérés sous condition en attente de la suite des procédures judiciaires. Le 3e suspect, Édouard Parent, 58 ans, est demeuré détenu et doit revenir en cours aujourd'hui, jeudi 8 septembre. Les 2 hommes et la femme ont comparu sous des chefs d'accusation de cruauté envers les animaux et de négligence. L'enquête a débuté en avril dernier suite à des informations du public. Les informations reprochées auraient été commises entre 2008 et 2020 dans le secteur de Saint-Jean de l'île d'Orléans. Élisabeth Leclerc et Antoine Simard étaient les propriétaires d'Expédition Milou qui a fermé ses portes à la suite de dénonciations sur le mauvais traitement des chiens. Le site sur la côte de la Fleur abritait un chenil, une résidence ainsi que l'auberge Le Petit Bonheur. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Philippe et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Alors, on se laisse avec les gens de la CAPSA qui font l'inventaire du poisson dans la rivière Belle-Île, dans le secteur de Deschambault. Alors, bonne semaine.